Les aliens, c'est un sujet qui passionne beaucoup de personnes. C'est un sujet assez intriguant dont on voudrait avoir des réponses. Aujourd'hui, je vous emmène en aventure en vous racontant des histoires de personnes qui se sont fait enlever par des extraterrestres. Yo la team, ça va ou quoi? Vous l'avez compris à l'intro et au titre, aujourd'hui on va parler de plusieurs personnes qui disent s'être fait kidnapper par des extraterrestres. Voilà. Si vous kiffez le concept de la vidéo, vous connaissez, vous likez, vous vous abonnez si c'est pas déjà fait et vous activez évidemment la cloche des notifications. Sur ce, on est parti pour la première histoire. Alors notre histoire, elle commence en 1957. Elle est centrée autour de Antonio Villas-Boas. Et c'est le premier récit d'enlèvement extraterrestre raconté. Antonio, c'est un agriculteur brésilien et il a affirmé avoir été enlevé par des extraterrestres en 1957. Et son histoire a captivé l'imagination de tout le monde tout en suscitant beaucoup de scepticisme. Alors Antonio Villas-Boas, 23 ans à l'époque, qui vivait dans une région rurale du sud du Brésil. En octobre 1957, pendant une période de forte activité d'OVNI dans la région, Villas-Boas avait l'habitude de travailler dans les champs la nuit pour éviter la forte chaleur. Et c'est à ce moment-là que quelque chose d'étrange s'est passé. La première nuit, alors qu'il travaillait seul dans son champ, sous un ciel dégagé, Antonio aperçut un étrange objet lumineux dans le ciel. Cet objet se déplaçait en zigzag, émettait une lumière rouge intense et semblait l'approcher. Inquiet, il a arrêté son travail pour observer l'OVNI, mais après quelques minutes, l'objet s'est éloigné et a disparu dans le ciel. La deuxième nuit, l'objet est revenu. Cette fois, il était beaucoup plus proche et descendait lentement vers lui. Sentant qu'il devait fuir, Antonio courut vers sa maison, mais il s'est vite rendu compte que c'était la dernière fois qu'il pouvait lui échapper et que la prochaine fois, l'OVNI l'attrapera. La troisième nuit, le 16 octobre 1957, Antonio était encore dans son champ quand l'OVNI s'est rapproché assez suffisamment pour atterrir à côté de lui. L'objet avait une forme ovale avec une lumière brillante au sommet et émettait un bruit de moteur sourd. Il a alors vu trois petites créatures humanoïdes sortir de l'engin. Elles portaient des combinaisons métalliques argentées et des casques semblables à ceux des astronautes. Terrifié, Villas-Boas a tenté de fuir, mais en vain. Les créatures l'ont rattrapé et l'ont emmené dans leur vaisseau. Une fois à l'intérieur, ils l'ont emmené dans une pièce où ils lui ont demandé de retirer tous ses vêtements. Ah, je sais pas si on est dans un nœud port ou quoi. Ils ont changé les aliens. Une fois nu, Antonio, il a été recouvert d'un étrange gel et a ensuite été soumis à une série d'examens. Les créatures lui ont pris du sang à partir de son menton. C'est pas normal du tout, personne fait ça. C'est donc un détail particulièrement bizarre dans son récit. Il n'a pas compris la nature exacte des tests, mais les créatures ne lui ont causé aucune douleur notable. Et attention, accrochez-vous parce que là ça va devenir complètement crazy. Après les examens, les créatures l'ont emmené dans une autre salle et cette fois-ci, il a découvert une femme extraterrestre. Selon son récit, cette femme était différente des autres créatures. Elle mesurait à peu près 1m60, avait de longs cheveux blancs, des yeux en amande et surtout des traits d'être humain. Le problème, c'est qu'elle ne parlait pas et donc ils ont dû communiquer avec des gestes. D'après Antonio, la femme s'est rapprochée de lui sans qu'il puisse protester, elle lui a fait l'amour. Il a affirmé que les extraterrestres l'avaient manipulé dans un but de reproduction et qu'il avait été utilisé en tant que donneur de meusper, en gros, pour créer une race hybride. Voilà. Après l'acte, la femme, elle aurait pointé son ventre et le ciel. Et en gros, ça voulait dire que leur enfant, elle va l'emporter en haut, genre, dans son monde. Dans son... Alors après tout ça, les aliens, ils ont relâché Antonio, il s'est rhabillé, il est sorti de l'engin et ils sont partis. Et tout cela apparemment a duré 4 heures. Antonio, il est rentré chez lui, désorienté et profondément perturbé par l'expérience. Et il a rapidement commencé à ressentir des symptômes physiques inhabituels, comme des nausées, des maux de tête et une faiblesse généralisée. Il a également souffert de brûlures sur la peau, des marques que certains experts ont attribuées à une potentielle radiation. Alors Antonio, il décide de raconter son histoire quelques mois plus tard, lorsqu'il a rencontré le docteur Olavo Fontes, qui est donc un éminent ufologue brésilien. Le docteur Fontes a examiné Villas-Boas et a confirmé qu'il montrait des signes d'exposition à des radiations et que ses brûlures sur le corps semblaient avoir été causées par un rayonnement intense. Et donc tout ça, en gros, ça a clairement renforcé la crédibilité de son histoire. Comme de nombreuses histoires d'enlèvement d'extraterrestres, vous vous en doutez, il y a eu beaucoup de sceptiques. Ça peut être une hallucination causée par le stress ou même par la chaleur, ou même due à une inhalation d'un produit toxique. En vrai, il y a beaucoup de trucs qui pourraient contredire son récit. Mais en vrai, son histoire, elle est quand même restée très populaire parce que tout simplement c'est la première déjà, donc dû à son ancienneté et surtout à ses détails singuliers parce qu'il a quand même fait l'amour avec une alien, le type là. Et quand même c'est pas rien du tout hein. L'histoire de Betty et de Barney Hill, elle est souvent considérée comme l'histoire qui a attiré les yeux du public et des médias. Le 19 septembre 1961, Betty et Barney Hill, un couple vivant à Portsmouth, revenaient de vacances au Canada. Alors qu'ils roulaient sur une route déserte près des montagnes, ils ont remarqué une lumière étrange dans le ciel
qui semblait les suivre. Au début, ils ont pensé que c'était un avion ou bien un satellite, mais la lumière, elle se rapprochait de plus en plus. À un moment donné, Barnley a arrêté la voiture pour regarder l'objet avec des jumelles et ce qu'il a vu l'a terrifié. Un grand vaisseau en forme de disque avec des fenêtres et à travers ces fenêtres, on pouvait apercevoir des silhouettes humanoïdes. Effrayés, ils ont repris la route en vitesse. Pourtant, peu de temps après, ils ont tous deux ressenti une sensation de lourdeur et ils ont perdu conscience. Quand le couple a repris conscience, ils se trouvaient à environ 50 km de leur endroit initial. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient perdu 2 heures de leur temps sans savoir ce qu'il s'était passé durant cette période. Quelques jours plus tard, Betty a commencé à avoir des rêves étranges. Des rêves où elle voyait des créatures qui l'emmenaient à bord d'un vaisseau spatial pour l'examiner. Dans ses rêves, elle voyait des êtres humanoïdes, petits et avec de grands yeux, qui communiquaient télépathiquement avec elle. Ils lui montraient une carte stellaire d'un système solaire inconnu et lui posaient des questions sur la Terre. Barnley, de son côté, n'avait pas de souvenirs spécifiques, mais il était troublé par des sentiments de peur inexpliqués. Alors, au bout d'un moment, après ces rêves récurrents, Betty et Barney, ils décident d'aller consulter un psychiatre et ils vont être tous deux sujets à de l'hypnose. En gros, l'hypnose va servir à rentrer dans leur tête et explorer leurs souvenirs refoulés. Sous l'hypnose, Betty et Barney ils décrivent la même situation, une scène d'enlèvement similaire, dans les moindres détails. Ils ont tous deux raconté les tests qu'ils ont eus, des prélèvements de peau, des tests de cheveux, et Barney décrivait de la même façon les créatures que celles décrites par Betty. L'un des éléments les plus fascinants du rêve de Betty, c'est qu'elle a reproduit la carte stellaire que les aliens lui ont montrée, et des années plus tard, des ufologues ont suggéré que la carte ressemblait à une vue de l'étoile Zeta Reticuli, bien que cela reste controversé. Alors je sais pas vous, mais cette histoire, elle est crédible en vrai. Ils se sont bien débrouillés, parce que même après le décès de Barney en 1969, Betty, elle a gardé le même discours jusqu'à sa mort en 2004. L'histoire de Travis Walton, elle est particulièrement spéciale parce qu'elle a été documentée par des témoins et elle a suscité de nombreuses enquêtes. Alors on est donc le 5 novembre 1975, Travis Walton, un bûcheron de 22 ans, travaillait avec son équipe de collègues dans une forêt en Arizona. C'était une journée ordinaire jusqu'au moment où, en fin d'après-midi, les hommes ont fini leur travail et ont pris la route pour rentrer chez eux en camion. C'est alors qu'ils ont vu une étrange lumière dans le ciel, beaucoup plus brillante que les étoiles et surtout en mouvement. Intrigués et effrayés, ils se sont dirigés vers cette lumière afin de l'observer de plus près. Arrivés près d'une clairière, ils ont vu un grand objet en forme de disque planer à 30 mètres du sol. Il émettait une lumière intense et un bourdonnement sourd. Curieux, Travis, il est sorti du camion et s'est dirigé vers l'objet. Soudain, un faisceau de lumière bleue est sorti de l'engin et a frappé Travis en plein corps. Ses collègues, paniqués, ont pris la fuite. C'est ciao, ils se sont barrés. Sans lui, ils l'ont laissé derrière. Quelques minutes plus tard, ils se sont quand même rendus compte que, bon, ils ont laissé leur pote tout seul, bah c'est pas ouf quoi. Donc ils sont revenus en arrière, mais plus aucune trace de Travis. Désespérés, ils se sont donc rendus à la police afin de signaler sa disparition. Pendant les 5 jours suivants, une gigantesque opération de recherche a été menée. Des hélicoptères, des chiens et de nombreux bénévoles étaient là, mais en vain. Les autorités ont même soupçonné que c'était une histoire totalement inventée par les collègues afin de cacher leur crime. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont fait tous passer au détecteur de mensonges et à la surprise générale, personne ne mentait. Heureusement, 5 jours après sa disparition, Travis, il réapparaît soudainement à plus de 50 mètres de l'endroit où il avait été emmené. Il a été retrouvé nu et en état de choc près d'une station-service. Il avait perdu beaucoup de poids et son visage était marqué par la fatigue et la peur. Son premier souvenir, après s'être fait frapper par la lumière, était de s'être réveillé dans une salle totalement blanche, entourée de 3 créatures humanoïdes. Toujours de petite taille, avec de grands yeux noirs. Il a décrit les êtres comme ayant une peau grisâtre et des têtes disproportionnées par rapport à leur corps. Selon le récit de Walton, les créatures l'ont emmené dans une autre salle où il a été placé sur une table d'examen. Elles l'ont examiné avec des dispositifs inconnus, mais il ne se souvient plus vraiment des détails de ces instruments. Dans un état de panique, Walton il affirme avoir pu se débattre et s'être échappé de cette pièce. Il a couru à travers plusieurs salles du vaisseau et est tombé sur une salle, et cette fois-ci, il n'est pas tombé sur un autre alien, mais sur un être humain. Alors ce n'était pas vraiment un être humain, mais elle ressemblait vraiment à quelqu'un d'humain. Clairement comme dans la première histoire, là où ils ont... Voilà. Cette femme, elle ne lui a pas parlé, mais elle l'a conduit calmement dans une autre salle. Et là, Walton, il a perdu connaissance. Et la chose dont il se souvient après, c'est qu'il s'est réveillé en plein milieu de la route. Après son retour, vous vous en doutez, Walton, il a été interrogé par des ufologues et surtout par la police. Et comme ses collègues, il a passé un test au détecteur de mensonges et ça a confirmé qu'il disait la vérité sur son expérience. Son cas, il reste en vrai l'un des plus crédibles en raison des témoins et surtout avec les tests polygraphiques et aussi de la durée de la disparition. Parce que mon frérot, tu disparais pas 4 jours comme as. Forcément, il y a une raison. Surtout si tu reviens et que t'as perdu 10 kilos peut-être. Un peu bizarre quand même.
Alors ce cas, il est souvent cité par les ufologues comme le cas le plus crédible d'enlèvement, mais aussi l'un des plus controversés. L'incident s'est produit dans la nuit du 30 novembre 1989 à New York. Linda Napolitano, qui vivait alors dans un appartement près du pont de Brooklyn, a affirmé avoir été enlevée par des extraterrestres. Ce qui rend son histoire unique, c'est que l'enlèvement aurait été observé par plusieurs témoins, y compris par des gardes du corps de personnalités politiques de haut niveau. Linda, elle a décrit son enlèvement de manière très détaillée. Selon elle, vers 3 h du matin, elle dormait dans son lit lorsqu'elle a soudainement été paralysée. Elle s'est réveillée et elle a trouvé plusieurs créatures autour de son lit. Ces êtres mesuraient environ 1,20 m à 1,50 m de haut. Ils avaient des corps fins, des têtes disproportionnées, avec de grands yeux noirs, une peau grisâtre, et ils communiquaient télépathiquement. Linda a décrit avoir été entourée par une étrange lumière bleue, et avant qu'elle ne comprenne ce qu'il se passe, elle s'est sentie flotter hors de son lit, en lévitation. Elle a été transportée à travers la vitre de son appartement, sans que la vitre ne se brise, et s'est retrouvée dans les airs à l'extérieur du bâtiment, à une hauteur de plusieurs étages. Toujours en lévitation, Linda a été attirée vers un grand vaisseau spatial en forme de disque qui planait juste au-dessus de son immeuble. Elle a été emmenée à bord de ce vaisseau et a été soumise à des examens. Ces examens, ils étaient clairement similaires à ceux des cas rapportés précédemment, prélèvement de tissu, de sang et examen oculaire. Linda, elle a décrit ces moments comme particulièrement effrayants et qu'elle ne ressentait aucune douleur physique. Après les examens, elle a été ramenée de la même façon dans son appartement, en flottant à travers la fenêtre sans même briser la vitre. Toujours paralysée, mais consciente. Ce qui distingue cette histoire des autres histoires, c'est donc la présence supposée de plusieurs témoins. 2 gardes du corps d'un haut fonctionnaire de l'ONU auraient vu l'enlèvement. Selon leur témoignage, ils étaient stationnés dans une voiture sur une route et vers 3 h du matin, ils ont vu une femme en lévitation flotter hors de son immeuble vers un objet lumineux. Ils ont décrit la scène comme étant d'un surréalisme total. Après cet événement, ils se sont dit profondément traumatisés par ce qu'ils ont vu. Selon l'histoire, l'un des 2 gardes du corps a développé une vraie obsession pour Linda, se sentant responsable de ne pas avoir pu la sauver. Cette obsession, elle aurait même mené à un comportement d'harcèlement envers Linda, ce qui rend cette histoire encore plus bizarre. Mais ces 2 gardes du corps là, c'était pas les seuls témoins. Évidemment, ils gardaient quelqu'un, et ce quelqu'un, c'était Javier Pérez de Cuellar, secrétaire général de l'ONU à cette époque. Donc c'est pas personne le type. Pérez, il a été secoué par cet incident, mais il n'a jamais fait de déclaration publique à ce sujet, préférant rester anonyme. Et donc évidemment, l'idée que l'un des hommes les plus puissants du monde ait vu cet événement, ça a donc renforcé la crédibilité de cette histoire, et ça a donc contribué à la rendre célèbre. Et donc vous vous en doutez, il n'y a pas eu d'exception pour Linda, elle a aussi été hypnotisée, et sous hypnose, Linda, elle a raconté des détails supplémentaires, y compris des descriptions précises sur les créatures et sur leurs actions, et elle aurait parlé également des examens médicaux qu'elle aurait subis à bord. Clairement, tout porte à croire que c'est réel. Mais vous vous en doutez, il y a plusieurs choses qui ne collent pas vraiment. Notamment les 2 gardes du corps, qui n'ont jamais été identifiés, aucun moyen de savoir si c'était vraiment des gardes du corps, et aussi s'ils étaient là au moment des faits, et également sur le fait que Javier Pérez a toujours préféré rester anonyme, et donc on n'a aucune confirmation de si c'est réel, donc il est difficile de dire avec certitude qu'il y avait réellement des témoins, et donc tout ça, clairement ça nuit à la crédibilité de la chose, parce que passer à travers la fenêtre sans la casser, faut le faire quand même. En tout cas, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas votre petit like, votre petit abonnement si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification évidemment. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, c'était El Ricky Boy de la Noche, de la Chili con Carne y la muchos gracias de la noche. La cuenta por favor.